Tout de suite, émission. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de TPT+, bienvenue sur l'émission Ça fait débat. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de l'émission Ça fait débat, plateau autour duquel les idées et les opinions se confrontent, se mêlent et s'entremêlent en vue de faire jaillir l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. À la présentation, vous avez Milano Royal et juste à mes côtés, nous avons notre invité du mardi. Il s'agit de Trésor Pabou Mbaki qui nous revient en ce mardi au lendemain de la rentrée scolaire pour justement parler du système éducatif congolais 61 ans après. Le système éducatif congolais tient-il encore la route ou mériterait d'avoir des mises à jour ? Alors, M. Trésor Pabou Mbaki, comme vous le savez, est le président du mouvement citoyen pour le changement. C'est un homme, un adepte du changement. À vous de participer donc à cette émission en appelant aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans pour pouvoir lui adresser toutes les questions relatives donc au système éducatif congolais. Je m'en vais donc saluer notre invité. Bonjour Monsieur Trésor Pabou Mbaki. Bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir une fois de plus en ce mardi, donc au lendemain de la rentrée des classes. Le plaisir est partagé. Alors, le système éducatif congolais, je vous l'ai dit tantôt, 61 ans déjà, mais les choses ne semblent pas avoir bougé de ce côté-là. Ce sont presque les mêmes cours, on revient sur les mêmes choses, et aujourd'hui, d'aucuns disent que l'éducation au Congo est en train de perdre ses lettres de noblesse. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'éducation n'est plus au top de son niveau dans ce pays? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la violence gangrène le milieu scolaire alors que c'est le temple du savoir? Il devrait donc y avoir des hommes de paix, des hommes qui ne jurent que sur la connaissance. Mais aujourd'hui, ce qui est remarqué, c'est tout à fait autre chose. Les écoles privées pilule dans la capitale économique et dans tout le pays. Là-bas aussi, on dit que ça devient le raccourci des diplômés sans emploi. Ce sont des questions auxquelles M. Trésor Pabou Mbaki, qui est donc le président du mouvement citoyen pour le changement, tentera d'apporter des réponses, mais aussi des solutions. Pour débuter notre émission, je m'en vais donc poser la première question à notre invité. Aujourd'hui, M. Trésor Pabou Mbaki, 61 ans après, que pouvez-vous dire du système éducatif congolais? Quelle est l'analyse que vous pouvez faire de ce système aujourd'hui, en 2021? En 2021, l'analyse qu'il faut faire de notre système éducatif, c'est qu'il faut déjà reconnaître que ce système a fait son temps, voilà. D'autant plus qu'il a été calqué sur la base du système d'avant les indépendances, donc de la période précoloniale, et révisé tant bien que mal quelques années plus tard, et dont la dernière révision date au milieu des années 90, parce qu'aujourd'hui, on est à pratiquement 30 ans sans que notre système soit révisé de fond en comble. Et donc aujourd'hui, force est de constater que notre système éducatif ne calque pas avec les besoins du marché. Quand je parle des besoins du marché, je parle des besoins exacts des entrepreneurs pour pouvoir constituer ce qu'on appelle un véritable pilier pour notre développement et renforcer ce qu'on appelle notre compétitivité sur le marché national et même sur le marché international. Donc, la logique voudrait, et c'est le souhait de tous, que notre système éducatif soit révisé et révisité de fond en comble pour qu'aujourd'hui, à travers les formations que nous allons délivrer, que le jeune Congolais qui va bénéficier de cette formation soit à même de pouvoir s'intégrer très rapidement dans le monde actif et où
très rapidement aussi avoir la capacité de pouvoir créer une activité, peut-être même seule, dont on parle par exemple aujourd'hui des entrepreneurs, des startups. Donc la nécessité aujourd'hui, c'est de pouvoir modifier et de fond en comble notre système éducatif. Alors ce que vous voulez nous dire par là, c'est que le monde a évolué et aujourd'hui il y a d'autres métiers qui n'étaient pas à la une à une certaine époque, donc il y a 30 ans, qui sont en train de voir le jour et que notre système éducatif aujourd'hui, en 2021, ne cadre plus, ne permet plus à certains étudiants, à certains Congolais, à la fin de leurs études, de pouvoir avoir un bon emploi. C'est ce que vous voulez nous dire. Non, pas simplement cette partie, bien que il faut le reconnaître, parce que il y a 30 ans, on ne parlait pas de certains métiers. Aujourd'hui, force est de constater que le monde bouge, il y a du mouvement un peu partout. La digitalisation en train de prendre énormément de place aujourd'hui. Effectivement, donc il y a le numérique qui aujourd'hui occupe une part très importante, donc des choses. Donc voilà pourquoi il est nécessaire de pouvoir intégrer ces formations, déjà par rapport aux besoins du moment, mais aussi revoir ce qu'on appelle le contenu de tout ce qui constituait les programmes que nous avions à l'époque sur les métiers qu'on pourrait appeler les métiers basiques. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de bouger. On a besoin, non pas simplement des généralistes un peu partout, mais on a besoin des jeunes capables de pouvoir être opérationnels au lendemain de leur acquisition de diplôme. Or ça, ce sont des mécanismes que nous trouvons très corsés dans notre économie. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord aussi faire la promotion d'un certain nombre de pratiques avant de pouvoir rendre le jeune Congolais plus apte à pouvoir occuper une fonction très rapidement dans le secteur privé. Donc la nécessité aujourd'hui s'impose de pouvoir jumeler cela, d'où ce que certaines élites, notamment certains membres du gouvernement, le premier d'entre eux, notamment le Premier ministre, reconnaissait en son temps de pouvoir arrimer ce qu'on appelle la formation et l'emploi. Donc trouver l'adéquation pour que aujourd'hui le jeune Congolais puisse être formé, mais très rapidement que sa formation puisse être aussi un gage de débouchage vers un emploi stable. Justement, ce que vous pointez du doigt est très important parce qu'on observe une sorte d'inadéquation entre formation et offre d'emploi. Aujourd'hui, entre ce que les jeunes ont comme offre ne cadre pas forcément avec les études qu'ils ont eu à faire. Oui, en fait, déjà, s'il faut repartir 6 mois en avant, là je m'appuierai sur le discours d'investiture du président de la République, là où lui-même il disait qu'il faut sensibiliser les membres du gouvernement sur les réalités du secteur privé. Voilà. Ça veut dire que en réalité, le premier citoyen du pays reconnaît lui-même que notre système éducatif ne prend pas en compte les besoins réels du marché. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui que l'on puisse revoir toutes ces questions afin que ces réalités-là, donc les besoins du secteur privé et même du secteur public, soient prises en compte dans ce qu'on appelle le programme éducatif et même dans les rythmes scolaires, afin de pouvoir créer, bien former un citoyen capable d'être très rapidement opérationnel dans le monde. Mais est-ce qu'il ne faille pas réajuster les choses depuis l'école primaire, le collège et ensuite le lycée? Parce que c'est en ces 3 piliers que s'articule le système éducatif congolais. Oui, non simplement par ces 3 piliers, mais il faut aussi ajouter le secteur universitaire. Voilà. Donc ce sont ces 4, enfin notamment ce sont 3, puisqu'il y a le primaire, il y a le secondaire qui est composé de 2 sous-phases, notamment le collège et le lycée, et aussi ce qu'on appelle l'université. Donc ce sont ces piliers-là dans lesquels nous devons travailler afin de produire ce qu'on appelle un citoyen capable de faire quelque chose et de faire avancer le pays. Alors, Monsieur Trésor Pabumbaki, ils sont nombreux, les Ponténégrins qui ont bien voulu vous adresser quelques questions. On va prendre l'un des premiers. C'est un homme qui vit de l'autre côté de Mongokamba. Je pense le quartier Ngomboussi, si je ne me trompe pas. Nous allons suivre sa question et ensuite, M. Trésor Pabumbaki nous fera le plaisir de lui répondre. Suivez. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Monsieur Trésor Pabumbaki, bonjour. Je suis Monsieur Jean Fortuné Koussou, habitant Ngomboussi. J'aimerais vous poser une question en ce qui concerne le système éducatif national. Ce qui est vrai, c'est que quand on essaie de faire la comparaison entre
l'école d'hier et l'école d'aujourd'hui, le fossé, il est grand. Mais non, ce que je veux savoir, c'est quoi? Quelles sont, en tant que leader, les solutions que vous prétendez apporter? Parce que quand vous voyez les écoles privées naissent aujourd'hui comme des champignons, mais au fond, est-ce qu'il y a la qualité? Est-ce que ces professeurs, les professeurs qui dispensent les cours à nos enfants aujourd'hui, est-ce que c'est la crème qu'on a connue nous hier quand nous étions à l'école? Certains, ils viennent là pas par vocation, mais ils viennent parce que c'est l'occasion où jamais ils trouvent quelque chose. Mais sur le terrain, nos enfants pâtissent. Hein? Quand on essaie de voir un enfant de la terminale qui est capable de s'exprimer correctement en français, c'est triste. Donc voilà pourquoi j'aimerais vous poser cette question. Quelles sont les approches des solutions? Pas peut-être parler en termes de solutions définitives, mais pour l'instant, quelles sont les approches des solutions par rapport à ce problème, par rapport à cette difficulté-là? Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. La qualité des études aujourd'hui est-elle comme à l'époque où elle a perdu du terrain aujourd'hui? Visiblement, la qualité des études au Congo a largement perdu du terrain, et surtout avec les écoles privées qui sont en train de naître comme des champignons. Il l'a dit, est-ce que là-bas aussi, ces enseignants ont-ils été véritablement formés, ou c'est comme on l'assiste, ça devient le raccourci, donc des diplômés sans emploi, mais ce sont nos enfants, ce sont nos neveux, ce sont nos cousins qui en pâtissent. Monsieur Trésor Pabombaki. Déjà, il faut dire que à l'époque, nous avions un système qui normalement faisait un choix des enseignants sur la base du mérite. Donc, toute personne aspirant à devenir un enseignant devait suivre ce qu'on appelle, quel que soit son niveau d'études, un cursus pédagogique afin de savoir comment est-ce qu'il faut rendre ce qu'on appelle la connaissance auprès des jeunes. Chose qui est aujourd'hui, je ne dirais pas bafouée, mais qui n'est plus réellement constatée à tous les niveaux, même dans le secteur public. Parce que il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui sont par exemple recrutées comme enseignants, mais n'ayant pas les capacités de pouvoir enseigner aujourd'hui, remplissent ce qu'on appelle l'administration des écoles. Ce qui fait que dans ce secteur-là, du point de vue qualitatif, les enseignants ne sont plus à mesure de rendre ce qu'ils pouvaient véritablement rendre. Donc, la nécessité sur cette question-là s'impose. Certes, il y a aussi ce qu'on appelle par rapport aux défaillances du plan scolaire de notre République, parce que si aujourd'hui nous constatons l'émergence de plusieurs écoles privées ici et là, c'est parce que aujourd'hui l'État, en termes de pouvoir public, n'est pas en mesure de pouvoir offrir ce qu'on appelle dans tous les quartiers et à toutes les populations les écoles publiques nécessaires. Donc les écoles privées viennent se greffer pour aider l'État. Mais la question que pose le monsieur est très capitale. C'est vrai que c'est l'avenir de nos enfants. Donc la solution que nous devons proposer sur cette question, d'abord, c'est quoi? C'est que l'État, donc l'autorité de l'État doit être affirmée dans ce secteur-là. Premièrement, le pouvoir public doit encadrer la création des différentes écoles privées. Mais en commençant d'abord par mettre en place des bases de l'école publique, notamment à travers des programmes, que nous devions enseigner à nos enfants, et aussi des programmes de formation des enseignants qui doivent enseigner nos enfants. Parce que ce manque aujourd'hui constitue une grande faiblesse qui pousse que la qualité des étudiants ou bien des élèves que nous sortons soit vraiment critiquable. Il a eu à souligner que nous avions très souvent du mal à trouver un jeune de la terminale qui est capable de s'exprimer très clairement. Donc il y a toujours des lacunes. Or, ça va aussi de pair avec la qualité de la formation du formateur qui délivre les formations. Donc la nécessité de former ce qu'on appelle nos formateurs, et la nécessité aussi de réguler ce qu'on appelle la création des écoles privées, et même aussi relever le niveau des écoles publiques afin que les écoles privées s'y greffent. Il y a aussi un certain problème, je pense qu'on peut rentrer dans le fond, mais en réduisant ce qu'on appelle le nombre des élèves dans les classes, dans les salles de classe. Parce que le nombre des élèves, plus vous avez des salles pléthoriques, plus un enseignant se trouve dans l'incapacité de pouvoir faire un suivi
exact et réel et aussi équitable de tous les élèves qui sont dans sa salle de classe. Voilà. Donc généralement, si on n'arrive pas à régler ce problème des salles de classe pléthoriques, eh bien on n'arrivera jamais à pouvoir produire ce qu'on appelle les étudiants ou les élèves de qualité dans ces salles de classe. Sinon, ça sera une partie des élèves qui vont suivre le professeur et une autre qui sera un peu évasif du fait qu'il y a plus de 50 élèves, alors qu'aujourd'hui les standards de l'UNESCO prévoient que dans des salles de classe, nous ne devons pas dépasser 25 élèves. Et donc ça, c'est un point très nécessaire que je pense que les pouvoirs publics peuvent aujourd'hui mettre en place afin de voir avec les entrepreneurs locaux comment ce qu'il faut aujourd'hui construire des nouvelles salles de classe, parce que nous avons certaines écoles publiques notamment qui datent, qui ont des très grands espaces où on peut encore ériger de nouveaux bâtiments et puis voir comment ce qu'il faut régler la question de la qualité des formations que nous devons délivrer à nos enfants. Alors, que dites-vous de la problématique on va dire, de ces écoles privées qui deviennent donc le raccourci pour les diplômés sans emploi, qui n'ont pas forcément une formation en pédagogie, mais qui chacun par rapport à son cursus scolaire décide donc de pouvoir offrir, donc, on va dire ça comme ça, ses compétences ou ses capacités dans ce domaine-là à ces écoles privées, de vendre ses prestations. Donc, il faut dire que le monde a horreur du vide. Voilà. Donc le fait qu'aujourd'hui l'État n'arrive pas à garantir ce qu'on appelle la formation des enseignants, voilà. Et aussi de pouvoir réguler le secteur de l'enseignement dans notre pays, un jeune qui finit par exemple à Marion Gabu pour la plupart et qui n'a pas véritablement trouvé d'emploi, va d'abord se lancer dans les formations, notamment dans les écoles privées, collèges, lycées, voilà, pour pouvoir dispenser un certain nombre de cours et qui lui permettra bien évidemment de subvenir à ses propres besoins. Cela n'est pas forcément mauvais, mais il faudrait dans ce genre de contexte que l'État puisse voir avec les différents promoteurs des écoles des formations minimum de base qu'il faut dispenser à ces enseignants afin que ces derniers puissent être à mesure d'avoir les bases pédagogiques pour pouvoir rendre les connaissances qu'ils ont acquis auprès de nos enfants. Avant donc d'ouvrir le téléphone pour que les férus, les inconditionnels de l'émission Ça fait débat puissent nous faire part de leurs suggestions, de leurs propositions, de leurs questions qu'ils vont donc directement adresser à M. Trésor Paboumbaki, nous allons prendre la deuxième question. La deuxième question, il s'agit là aussi d'un jeune étudiant, qui a bien voulu adresser une question à Trésor Paboumbaki au sujet du système éducatif congolais. Suivant et ensuite, comme d'habitude, Trésor Paboumbaki nous fera le plaisir de lui répondre. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Bonjour Monsieur Trésor Paboumbaki, je me présente, Sameton Ngoma Loufoua, étudiant deuxième année STG-Com. J'ai deux questions liées à l'éducation qui vont se porter sur deux volets. Le premier volet est le suivant. Pourquoi est-ce que le système éducatif congolais est aujourd'hui mis en arrière-plan sur le plan continental? Et si vous n'êtes pas de ce point de vue, comment expliquez-vous que le jeune Congolais aujourd'hui préfère aller étudier ailleurs et puis revenir? D'ailleurs, l'exemple nous est donné les exemples nous sont donnés par certains hommes politiques avec leurs enfants qui n'étudient pas sur place et qui nous sur le territoire national. Ça, c'était le premier volet de ma question. Le deuxième volet est qu'aujourd'hui, la Banque mondiale, les ONG nous offrent des formations gratuites, entre parenthèses. Je pense que le but c'est pas juste de former, mais où les mettre après, vous les former pour qu'ils aillent, pour qu'ils se retrouvent où après. Parce que aujourd'hui on est confronté à de nombreux problèmes au niveau national. Il n'y a pas des entreprises, il faut appartenir à une classe ethnique quelconque pour avoir le travail, mais vous formez les gens, où vont-ils? C'est pour les mettre où après? Ou c'est juste pour qu'ils aillent rester chez eux, ou bien c'est comment? C'est un peu les questions que je tenais à cœur à poser à M. Paboumbaki. J'espère que j'obtiendrai au moins des réponses à ces questions. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat.
C'était là, ça m'étonne, Loufoua du quartier André Jacques, dont la question s'est articulée en deux volets, je pense. La première, c'était pourquoi le système éducatif congolais est relégué, le niveau d'études est relégué au second plan sur le plan continental. On va commencer par cette question, monsieur Trésor. Très belle question. Je pense que oui, lorsqu'on analyse les différents résultats que nous avions dans les examens d'État, notamment le bac général, eh bien, on constate que ça fait plus de 10 ans qu'on n'arrive même pas à atteindre 40%. Et donc, je suis un peu d'avis, en partie, avec la constatation faite par M. Loufoua. Mais toujours est-il que nous devons aussi s'appuyer sur ce qui se fait, ou bien sûr ce qui se dit aujourd'hui. Le Premier ministre, M. Anatole Koliné Makosso, a placé comme 6e bataille ce qu'on appelle l'éducation. Voilà. Et je pense que, donc, faisant partie des 12 batailles déclinées par le Premier ministre dans la présentation de son programme d'action du gouvernement, donc nous pensons que cette question va bien évidemment être placée un peu plus haut sur l'échelle des priorités de notre République. D'autant plus que il y a quelques jours ou quelques semaines, nous sortons de ce qu'on appelle des assises de l'éducation. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous devrions analyser ce secteur pour dire, qu'est-ce que nous devions faire pour que ce secteur devienne véritablement un pilier. Parce que le président de la République lui-même l'avait reconnu, bien qu'ayant fait beaucoup d'années au pouvoir et relégué cette question au second plan, mais je pense qu'aujourd'hui, la question prioritaire sur l'éducation doit être prise à bras-le-corps, que ce soit par les dirigeants, aussi par les hommes politiques, mais surtout par les populations, parce que notre système éducatif, si aujourd'hui il bat de l'aile, c'est en grande partie les populations, notamment, qui vont en pâtir. Voilà. Ça, c'est pour maintenant rebondir sur la deuxième question, parce que la plupart des élites de notre pays envoient leurs enfants à l'étranger pour aller étudier. Donc, nous devons être vigilants sur ce que l'élite est en train de faire dans le secteur éducatif, parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants. Maintenant, pourquoi nous devons former alors qu'en face, nous n'avions pas des emplois ou des entreprises là où ces jeunes formés doivent aller travailler? Très bonne question, mais je pense que dans un pays, il est dit que lorsque vous garantissez ce qu'on appelle la formation dans les sciences, dans la technique et dans la technologie, eh bien, cela fait partie des piliers qui facilitent ce qu'on appelle le développement dans un pays, parce que c'est avec des hommes formés qu'on peut bien évidemment créer ce qu'on appelle de la richesse, créer ce qu'on appelle des emplois. Mais si nous avons ce qu'on appelle un système éducatif dont tout le monde reconnaît qu'il est caduc, comparé déjà à nos pays voisins, notamment le Cameroun, notamment la RDC et autres, ben, si nous ne mettons pas le doigt sur ces secteurs-là pour augmenter ce qu'on appelle le niveau de la formation que nous délivrons et aussi le nombre des étudiants qui sortent avec leur diplôme, eh bien, nous ne pourrons pas être à mesure d'attirer ce qu'on appelle des entreprises étrangères qui viendront éventuellement s'installer au Congo. Mais aussi, chose très importante dont je mets beaucoup l'accent, c'est de pouvoir garantir des formations, enfin délivrer des formations qui vont permettre à nos étudiants ou à nos élèves, à la fin de chaque cycle, de pouvoir se greffer dans le sphère économique de notre pays. De telle sorte que, au lendemain où un enfant, par exemple, décroche parce que ses parents n'ont pas assez de moyens, par exemple au niveau du BEPC, que l'enfant soit à mesure de pouvoir travailler en tant qu'exécutant dans une structure de la place. Et ça, cela fait partie des compétences du ministère pour pouvoir réorganiser tout ce secteur-là en symbiose avec les différents ministères qui rentrent en compte, notamment les 3 ministères de l'enseignement et aussi le ministère de la fonction publique, parce que c'est là-bas qu'on doit créer ce qu'on appelle un cadre qui va revoir ce qu'on appelle notre loi sur l'emploi, mais aussi garantir ce qu'on appelle tous les mécanismes qui peuvent concourir à une relance économique basée sur de la main-d'œuvre de qualité qui est d'abord l'humain. En attendant que le gouvernement ne mette en place un nouveau système éducatif avec l'INRAP, ou bien ne fasse briller ce domaine de ses 1000 feux, il y a des jeunes
qui déjà en pâtissent depuis 30 ans. Il y a des jeunes dont le niveau stagne. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas toujours à trouver le bon emploi parce que le système éducatif actuel est devenu obsolète, et ce depuis plusieurs années. Même si on doit attendre que l'État fasse tout pour remédier donc à ce problème, pour apporter une solution, mais en attendant, que deviennent ces jeunes? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que je partage parfaitement l'idée qui dit que nous ne formons pas des jeunes de qualité, mais c'est en partie. Parce que même lorsque vous êtes en face des jeunes qui sont très bien formés, eh bien, la raréfaction de l'emploi s'observe aussi. J'ai aimé lorsque M. Sameton Diloufoua a expliqué en disant que si vous n'avez pas quelqu'un devant, eh bien, vous ne pouvez pas travailler. Ça, c'est une réalité qui est forte. Donc, autant... Et ça revient toujours. Hein. Oui, autant nous pouvons pointer du doigt notre système éducatif, mais autant certains Congolais qui ont ce qu'on appelle de la matière, donc ont exactement le niveau requis pour pouvoir occuper certaines fonctions dans notre pays, mais la concurrence sur le marché du travail est observée à plusieurs niveaux. Donc il faudrait, je l'ai souvent dit et à maintes reprises, c'est que nous devons revoir ce qu'on appelle notre code du travail, notre loi, parce que à l'intérieur, nous avons plusieurs dispositions qui freinent ce qu'on appelle la création de la richesse au détriment d'un certain nombre d'acquis sociaux. Mais ça, c'est aussi un problème que nous devons voir dans notre société, quand je parle de société, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Et aussi, bien évidemment, parce qu'il y a un certain nombre de pratiques sur lesquelles se plaise ou bien se laisse aller l'élite qui aujourd'hui freinent les embauches, notamment le phénomène dit des sous-traitances où nous exploitons ce qu'on appelle certains compatriotes au détriment de ce qui est logiquement légal. Voilà. Donc nous avons un système économique qui aujourd'hui freine les embauches et qui n'encourage pas un jeune, ou bien qui n'embauche pas réellement l'homme qu'il faut pour le mettre à la place qu'il faut. Et donc la qualité aussi de notre économie prend un coup. Donc je pense que autant nous devons décrier la qualité des formations que nous délivrons à nos enfants, mais autant aussi pour certains qui ont le niveau, eh bien, il y a la raréfaction de l'emploi. Et ça, ce sont les deux questions que nous devons voir pour garantir ce qu'on appelle très souvent dans le jargon l'adéquation, formation, emploi. Ce que vous dites risque de démotiver de plus belle certains jeunes qui ont déjà, qui sont en train de vouloir prendre le chemin de l'école buissonnière, où on se dit, bon, qu'est-ce que l'école va nous apporter aujourd'hui, puisque ceux qui sont restés longtemps sur ces bancs n'arrivent pas à avoir de l'emploi. Est-ce que nous qui arrivons maintenant, qui aspirons à faire de longues études, d'ailleurs, il faut le notifier, le culte des diplômes n'existe pratiquement plus au Congo. Bon, oui et non. Pourquoi oui et non? Parce qu'il y a certaines fonctions où ici, lorsque vous devez concourir, il y a déjà des clés, donc des verrous où on vous dit que pour concourir, vous devez avoir minimum Bac plus 5, voilà, avec par exemple 8 ans, 10 ans d'expérience professionnelle. Donc je pense que cela aussi peut être un facteur de motivation pour motiver le jeune Congolais à aller plus loin dans les études, parce que c'est ce que nous cherchons et ça sera la base sur laquelle nous allons ce qu'on appelle fonder notre développement. C'est avec des hommes bien formés et ayant reçu une formation de qualité, donc compétente. Mais par contre, il ne faudrait pas que les jeunes puissent se décourager, parce que les verrous, comme je l'ai dit tantôt, qu'on observe aujourd'hui dans les mécanismes d'employabilité des jeunes Congolais, nous devons nous battre pour que cela soit véritablement sauter, afin que le jeune qui se forme à n'importe quel niveau de ce qu'on appelle de sa formation, qu'il puisse avoir la capacité de se greffer dans le monde professionnel. Et c'est pour ça que nous devons ce qu'on appelle hiérarchiser ce qu'on appelle nos postes. Je me rappelle qu'à l'époque, et même aujourd'hui, cela s'observe, lorsque vous voyez ce qu'on appelle les différentes conventions collectives, ben, vous allez voir que les différentes fonctions, voilà, normalement, vont de pair avec le niveau d'études. C'est vrai que dans la pratique aujourd'hui, cela n'est plus respecté comme il se devrait, mais sinon, nous devions faire ce qu'on appelle l'arrimage entre le secteur de l'entreprise, donc de l'emploi, avec
un arrimage très clair et très direct avec les différents niveaux d'études de nos enfants, de telle sorte que nous ne puissions pas délaisser les élèves qui décrochent, mais par contre que nous puissions, à quelque niveau qu'ils soient, savoir avec tel diplôme quels sont bien évidemment les débouchés ou bien les différentes opportunités professionnelles que vous pouviez avoir. Donc ça doit être les batailles que nous devons préparer pour demain. Mesdames et messieurs, vous êtes les principaux acteurs de cette émission. Sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, ça fait débat. Autour de ce plateau, il n'y a pas de débat. Le téléphone va donc être ouvert pour vous permettre donc de vous exprimer, de poser toutes les questions qui sont en lien avec notre thème du jour. Il s'agit donc du système éducatif congolais 61 ans après. Quels sont aujourd'hui les vrais enjeux dans ce domaine? Que faut-il faire pour tous ces jeunes qui ont eu à faire de longues études, mais dont le niveau est mitigé? Que doit-on dire aujourd'hui du système éducatif congolais? Aujourd'hui, est-il déjà devenu obsolète ou au lendemain donc des assises de l'éducation, nous pouvons encore croire en ce système? A-t-il encore des beaux jours devant lui? À vous de poser donc des questions, de vous exprimer aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans comme vous en avez pris l'habitude. Nous avons sur ce plateau comme invité principal Monsieur Trésor Pabumbaki, qui est donc un acteur politique, président donc du mouvement citoyen pour le changement. Vous l'aurez compris, c'est un adepte du changement. Avec lui, il s'agit donc de pouvoir s'exprimer, de pouvoir poser les questions qu'il faut pour pouvoir bâtir donc les mentalités autour du changement. Monsieur Trésor Pabumbaki, en attendant que les Ponténégrins mettent un peu de crédit pour pouvoir nous appeler, nous allons prendre un troisième citoyen congolais qui vous a posé une question. Il s'agit de monsieur Alain Serge Ngolo. C'est un vendeur au marché Tister. Lui, il a bien voulu vous parler en lingala. On va suivre ça et ensuite on revient. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Bonjour, président Trésor Pabumbaki. On a la gaïsa boye. Biso tango tozako kende l'école. Tozako yokola. Attends to moni enseignant ou maître dans zela. Tozako kima. Mais lelo, la bana dans l'école à lelo, bakomi bakuluna, bakomi arabe makambo wana ekoti na kati ya l'école. Bakomi bakuluna, bakomi kosala makambo moko boye. Donc okomona même enseignant na élève bazomela masaka, bazomela cigarette. Ndenge balobaka bakoko na biso balobaka moto alakisaka nzela bazalaka tunu nsima na ye. Mais mikolo oyo élève na maître bakomi farafara bakosolola te makambo l'école yango ekomi na kati ya nganda. En tant que yo Trésor Pabumbaki, oza leader ya mboka oyo, solution nini okomema biso mpona makambo oyo? Parce que bapana biso totiki bango na l'école olobi bazala mpe moto na kati ya mboka oyo. En tant que yo leader ya mboka oyo, solution nini okomema biso mpona makambo wana? Omona enseignant na élève na kati ya nganda na nzela bazosimbana bazosolola bakuluna babebena bakoti na kati ya l'école liso na liso bayokanaka te. Mpona nini en tant que yo leader ya mboka oyo makambo nini okomema biso po biso baparent mpe tozala mpe à l'aise? Mpona nini makambo ya lycée école privée surtout biso tokotaka ba l'école privée ta tokotaka ba l'école ya l'état? Mais makambo oyo ye lelo yo ozomona ngo ndenge nini yo oye? Maintenant solution nini okomema biso po biso baparent mpe tozala mpe à l'aise? Parce que totaka totika bana na l'école tofutaka baassurance ma makambo ebele mokomona boye balobi ke mwana azwikisi mwana ngana. Mais maintenant est-ce que violence ekota ntina kati ya l'école? Maintenant lelo tokosala nini? Kongo ezokende wapi? Donc yo okomema biso solution wana, question na ngai ezaka ndenge wana. Donc loba biso nini okomema biso mpona mboka oyo en tant que grand leader ya mboka oyo? Donc espoir eza epai na yo, tokoyeba nini tokosala? Donc réponse na ngai na kozela ngo epai na yo en tant que grand leader ya mboka oyo nasuki biso kote wana comme na ngai ngolo kuka Alain Serge. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Merci monsieur Alain Serge pour votre question, en tout cas que je pense qui est pertinente, la violence en milieu scolaire. Oui, très pertinente. Il faut souligner que M. Ngolo a pointé deux problèmes. Voilà. Le premier, c'est qu'il fait allusion de la complicité amicale qu'il y a aujourd'hui entre un enseignant et les élèves. Alors qu'on s'entend, nous étions dans une école où
le maître était quelqu'un de respecté et de respectable. Il était mis sur un tel piédestal qu'on n'osait pas s'en approcher. Donc, je prends là ce qu'on appelle, je souligne là la question sur le statut de l'enseignant. Et deuxième problème très fondamental également, c'est le problème concernant ce qu'on appelle la violence dans les milieux scolaires. Mais je pense que autant aujourd'hui nous devons tous reconnaître que dans nos écoles, notamment les écoles privées et même dans les écoles publiques, nous avons ce qu'on appelle dégradé, ce qu'on appelle le statut de l'enseignant. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est juste et bon de pouvoir dire, c'est que pour résoudre cette question, nous devons redonner à l'enseignant son statut d'antan, de telle sorte que l'enseignant ne soit plus la personne qui est véritablement confronté à la dure réalité de la vie et qui va se lancer dans l'enseignement tout simplement parce qu'il n'a pas pu trouver ce qu'on appelle de l'emploi ailleurs, mais que ça soit véritablement un canevas où nous allons filtrer la crème des crèmes, voilà, par vocation, donc, où nous allons véritablement prendre des meilleurs pour qu'ils soient à la charge de pouvoir instruire nos enfants, parce que c'est là il va de la survie de notre pays. Donc question prioritaire, ou bien solution prioritaire sur cette question, c'est de pouvoir revoir le statut de l'enseignant en lui donnant tous les moyens nécessaires pour qu'il puisse faire son travail conformément. Notamment, là, je fais allusion aux moyens en termes matériels, aux moyens financiers, afin que l'enseignant soit la crème de la crème. Donc, le professeur doit être celui que l'étudiant doit véritablement voir avec beaucoup plus de respect et non quelqu'un, comme cela s'observe aujourd'hui dans les écoles privées, c'est que quelqu'un qui est véritablement un nécessiteux, qui va vers les élèves pour que les élèves puissent lui donner par exemple quelque chose, soit par camaraderie, soit par le biais d'achat de notes. Donc ça, ce sont des questions que nous devions véritablement nous y atteler. Mais par contre aussi, aujourd'hui, il faut le souligner, c'est que pour que cela soit véritablement effectif, il faudrait aussi qu'on puisse filtrer qui doit véritablement être enseignant. Voilà. Et non prendre n'importe qui, comme ça s'observe aujourd'hui, ici et là, pour pouvoir dire que celui-là, c'est un enseignant. Donc ça, c'est le travail que doivent faire ce qu'on appelle les inspecteurs dans les différents ministères de l'éducation, afin d'aider ce qu'on appelle les parents à faire ce qu'on appelle des audits, des inspections dans les différentes écoles, que ce soit les écoles publiques comme les écoles privées. À l'époque, on parlait des inspections des enseignants. Donc il y avait des inspecteurs qui descendaient dans des salles de classe pour voir la manière que l'enseignant dispose ses cours, et pouvoir noter chaque enseignant, mais aussi noter quelques difficultés que l'on peut observer soit dans la délivrance des différentes formations que nous donnons à nos enfants. Donc ça, ce sont des questions très capitales que nous devons voir. Donc le statut de l'enseignant, que l'enseignant sache véritablement qui il est et quels sont ce qu'on appelle les niveaux requis que nous devons exiger pour qu'un enseignant de tel niveau scolaire puisse au moins avoir comme bagage, comme prérequis, afin de pouvoir exercer dans le secteur. Et deuxième question très fondamentale, c'est la question de la délinquance ou bien des violences en milieu scolaire. Ça doit être discuté à deux volets, donc à deux niveaux. Pourquoi à deux niveaux? Parce que je ne sais pas, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu un enseignant qui demande à ses étudiants ou bien à ses élèves de pouvoir se lancer dans des violences. Mais par contre, cela va de pair avec l'éducation que nous donnons à nos enfants. Donc la responsabilité est partagée, tant du côté des parents, donc dans nos familles, et aussi du côté des écoles, donc de l'administration de l'école, de telle sorte que les enfants, lorsque nous les déposons à l'école, nous devons d'abord, enfin ces enfants d'abord bénéficient d'une éducation au sein de son premier cercle qui est les parents, donc la famille, mais aussi arriver à l'école, les écoles doivent pouvoir avoir ce qu'on appelle des mécanismes de surveillance, parce qu'à l'époque, chez nous par exemple, on parlait des surveillants, et les étudiants ne traînaient pas n'importe où, n'importe quand dans les cours des écoles. Donc il y avait des heures où des étudiants ou les élèves pouvaient traîner dans la cour, notamment les récréations, mais par contre, il y avait un certain nombre de moments où tout le monde devait être dans les salles de classe pour suivre les cours. Voilà. Et en cas de détection des élèves ou des étudiants qui étaient
détectés comme étant des pagailleurs, eh bien, le surveillant général punissait cet étudiant ou bien cet élève afin de pouvoir empêcher qu'il y ait ce qu'on appelle récidive et aussi qu'il y ait d'autres élèves qui puissent emboîter le pas. Donc aujourd'hui, l'État, lorsque nous exprimons notre souhait de pouvoir voir notre État retrouver ce qu'on appelle son autorité, eh bien, les écoles aussi, à travers leur administration, doivent retrouver cette autorité afin de pouvoir discipliner ce qu'on appelle nos élèves, afin de garantir ce qu'on appelle les objectifs que nous nous étions assignés comme étant l'école, d'encadrer et d'enseigner et de donner ce qu'on appelle la connaissance nécessaire à tous les enfants. Donc ça doit être des espaces exempts de toute violence. Aujourd'hui, vous n'allez pas, je pense, me contredire si je dis aujourd'hui que le phénomène arabe, américain, ça veut dire les gangs, sont en train vraiment de gangréner le milieu scolaire. On a l'impression que ces chefs de gang vont recruter dans ces écoles. Je pense que vous répondrez à cette question après avoir pris notre premier téléspectateur au bout du fil. Allô, bonjour monsieur. Allô, bonjour. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Je suis monsieur Sandress Maoula, je reviens vers vous encore. Monsieur Sandress Maoula, alors quelle est votre question à l'endroit de monsieur Trésor Paboumbaki concernant le système éducatif congolais? Peut-être pas de question, mais moi j'ai une proposition à faire à monsieur Trésor. Voilà. Parce que c'est chaque fois que je suis votre émission et quand c'est lui qui est sur le plateau, en fait il me plaît beaucoup le monsieur. Hein, sa façon de mener le débat, en fait, il est très intéressant. Et je voulais lui poser, en fait je voulais venir vous dire, pourquoi ne penses-tu pas qu'il faille qu'on revienne à l'ancienne école? C'est-à-dire, moi je me souviens, quand j'étais encore à l'école, par exemple, il y avait ce qu'on appelait les lois du pionnier. Voyez, article numéro 1, article numéro 2, article numéro 3. Vous voyez, on a enlevé ça dans le programme. Je ne sais pas si seulement si on avait réfléchi là-dessus. Parce que moi j'avais peur à l'école primaire même de dépenser tout, comment on appelle ça, que les parents donnaient pour qu'on s'achète un beignet à l'école. Parce que le maître avait dit, le beignet est économe, discipliné et travailleur. Voilà. J'avais bien peur ne serait-ce que de couper un arbre. Parce qu'on dit, le beignet aime et respecte la nature. Oui, c'est des petites choses qu'on prend à la légère, mais aujourd'hui, quand j'y pense, avec l'âge, j'ai même envie de réimpliquer ça à mon enfant, parce que c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire, parce que la loi ne voulait pas qu'un élève ou bien qu'un enfant fasse ça. La violence aujourd'hui, je comprends, s'il y a la violence, c'est parce qu'il y a certaines choses ou bien certaines conditions qui ne sont pas au préalable été posées auprès des enfants. Si on parle de bébé noir à l'école aujourd'hui, c'est des choses qui partent de la maison et qu'on emmène à l'école. Voilà. On n'a pas pu être bébé noir à l'école. On a pu être bébé noir déjà à la maison et on a emmené ça à l'école. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des groupes de bébés noirs au lycée technique qui se battent avec un autre groupe au LVA par exemple. Ou bien ils sont à Pointe-Noire 2. Ils se retrouvent de l'autre côté. C'est juste ça, parce qu'il y a certains principes qui ne sont pas inculqués aux enfants, M. Trésor. Moi je pense que ce côté-là, on doit le regarder. Maintenant, à répondre au frère qui a posé la question de savoir l'intimité entre l'élève et le professeur. Vous voyez, ça c'est parce que d'aucuns pensent que c'est seulement si je me lie d'amitié avec monsieur, je vais avoir 10 points de plus. Si j'achète un téléphone à monsieur, il va me donner 15 en classe. Voyez-vous? Et la solution, c'est comme vous avez dit. Est-ce que les inspecteurs ont encore cette manie de regarder, d'être très regardants avec les enseignants? Donc, les relations entre les professeurs et les élèves filles, par exemple, je me souviens, avant que nous ne soyons un peu plus grands, ce n'était pas permis qu'un professeur enseigne ou bien un enseignant enseigne une élève. Parce que ça portait préjudice à l'enseignant qui a fait cet acte-là. Donc aujourd'hui, vous allez regarder que les relations intimes entre les élèves et les professeurs sont monnaie courante.
Voilà. Voilà un peu, M. Trésor. J'espère que j'ai donné mon petit point de vue pour... En tout cas, merci à vous d'avoir appelé et excellente journée. Merci. À vous et ainsi qu'à toute votre famille. Alors, par rapport à sa suggestion, ou alors, qu'en pensez-vous, M. Trésor Pabombaki? Il faut dire Repartir à l'ancienne école, à l'école du pionnier, en utilisant aujourd'hui l'instruction civique, est-ce possible? Oui, c'est possible, en l'adaptant avec nos réalités d'aujourd'hui et les différents enjeux de demain. Voilà. Donc je pense que aujourd'hui c'est aussi une piste de réflexion, une proposition très forte, parce que si nous visons à pouvoir former un citoyen de qualité, un citoyen respectueux de la nature, un citoyen respectueux de ce qu'on appelle de l'État, donc des biens de l'État, de toute nature, hein. Donc il faudrait déjà que sur la base de la formation, donc notamment dès l'école primaire, que nous puissions ce qu'on appelle se réapproprier d'un certain nombre des acquis que nous avions à l'époque, parce que le monsieur qui a fait cette suggestion n'est pas plus jeune que moi, donc s'il a cité l'école du pionnier, ça veut dire que il fait partie de ceux qui ont fait l'école du pionnier, où en nous apprenant véritablement des bases, que le pionnier ne dit jamais des mensonges, que le pionnier respecte ceci, ainsi de suite. Donc ces genres d'acquis, On les éduquait par rapport au respect de certaines valeurs. effectivement. Or, ce sont ces valeurs-là que nous avions perdues, même au sein de nos écoles, et qu'il est nécessaire que l'on puisse se réapproprier afin de pouvoir garantir ce qu'on appelle un espace sain pour nos enfants qu'est l'école. Alors aujourd'hui, on a l'impression que les chefs de gang vont recruter dans les écoles. Il y a plus de violence aujourd'hui en milieu estudiantin ou en milieu scolaire que nulle part ailleurs dans notre pays. Qu'est-ce qui aujourd'hui justifie cela? Alors que l'école, c'est le temple du savoir. C'est là où les esprits sont façonnés. C'est là où les mentalités sont moulées. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Trésor Pabombaki? Si je dois m'appuyer sur la réalité que vous venez de peindre, c'est-à-dire que les chefs de gang vont recruter dans les écoles, c'est tout simplement que l'école aujourd'hui a perdu ce qu'on appelle son influence qu'elle avait hier. À l'époque, lorsque un élève rentrait dans l'espace de l'école, eh bien, il devenait une autre personne parce qu'il fallait suivre ce qu'on appelle des canevas de discipline dans l'école. Comment est-ce qu'il fallait se tenir, qu'est-ce qu'il fallait faire. Or, aujourd'hui, entre la maison et l'école, il y a ce qu'on appelle un espace d'insécurité où nous avons nos enfants qui parfois peuvent se laisser ici et là à certaines pratiques, notamment à rejoindre des groupes, des gangs, afin de pouvoir se faire valoir en tant que quelqu'un dans le secteur. Or, l'école doit être ce qu'on appelle cet antidote qui va remodeler l'élève, donc l'étudiant. Parce que si aujourd'hui l'école perd de sa discipline, eh bien, c'est tout l'État qui va en pâtir. Aujourd'hui, des millions ou des milliards que nous dépensons sur ce qu'on appelle la traque des bébés noirs, eh bien, ce sont véritablement des moyens qu'on pouvait normalement mettre en place pour éviter que nos enfants, dès le bas âge, puissent à un moment de leur vie sombrer dans ce genre de pratique. Donc il faudrait que chaque parent déjà puisse veiller à la très bonne éducation de ses enfants, donc de nos enfants, mais aussi que l'État, par le biais des écoles, puisse aussi assurer ce qu'on appelle la discipline qu'il faut. Donc je pense que cette question, si aujourd'hui l'État pouvait prendre à bras le corps ce combat, tel qu'il avait défini dès le départ, hein, parce que force est de constater qu'à un moment, même les forces de l'ordre vaquent à certaines pratiques qui ne sont pas véritablement encourageantes. Mais par contre, que l'État puisse travailler en symbiose avec les familles, notamment dans des quartiers, afin de pouvoir dénoncer les jeunes qui sont véritablement détectés comme bébés noirs, afin de pouvoir voir dans quelle mesure ça peut véritablement les ramener à la raison, quitte à même les réinsérer dans la vie active. Donc ça, ce sont des choses très importantes. Mais d'abord, il faudrait que les écoles puissent revenir ou bien redevenir les lieux où la discipline règne pour que les enfants ne puissent plus sombrer
ce genre de Alors, pratique. comment on revient à faire redevenir l'école, pour emprunter les paroles du président de la République, un havre de paix? Déjà, il faut redonner l'autorité à l'enseignant. Deuxièmement, le fait que l'enseignant deviendra autoritaire par le biais de son statut, comme je l'ai dit tantôt dès le départ, cela fera que la camaraderie qui règne entre un enseignant ou un surveillant général avec les élèves puisse être totalement brisée. Parce que ce qui fait aussi qu'il y ait camaraderie ou achat de points vis-à-vis de nos enseignants, c'est aussi la précarité de leur situation. Et donc je pense que si on peut mettre l'accent là-dessus et puis redonner ce qu'on appelle un certain nombre de critères, notamment dans nos écoles, parce que ça c'est du ressort du pouvoir public, que le pouvoir public puisse véritablement dire que dans tel ou tel niveau d'études, nous aurons peut-être besoin de 2-3 surveillants, mais qui doivent véritablement faire régner ce qu'on appelle la discipline au sein de l'école. Je pense que les enfants dans cet espace-là ne vont plus se plaire à aller dans des pratiques d'être bébé noir appartenant à peut-être au clan arabe ou bien je crois américain, mais par contre vont pouvoir se concentrer sur leurs études. Les parents également dans nos familles puissent éventuellement veiller à l'éducation que l'on donne au sein de nos familles pour éviter que les enfants puissent sombrer dans ces pratiques. Mais aussi, je pense que ça peut éventuellement être aussi une solution. Si nos enfants aujourd'hui se laissent aller dans ce genre de pratiques, je pense que c'est parce que, il faut le reconnaître aussi, que notre rythme scolaire est un peu biaisé. Qu'est-ce que j'appelle par rythme scolaire? Donc la manière que nous enseignons, que nous délivrons nos formations n'est pas bonne. Il y a dans certaines écoles, notamment privées, l'élève va le matin jusqu'au soir. Mais par contre, dans les mêmes niveaux, dans des écoles publiques, eh bien, nous avons des enfants qui vont uniquement le matin, d'autres parfois l'après-midi. Mais ceux qui vont parfois le matin rentrent à la maison le soir. Mais entre l'heure de cessation des cours et l'heure à laquelle ils vont arriver à la maison, eh bien, il y a un gap. Donc il faudrait qu'on redéfinisse ce qu'on appelle notre organisation scolaire pour voir si aujourd'hui nous devons adopter, notamment pour le secteur public, s'il faut délivrer des formations que le matin et l'après-midi, occuper nos jeunes par exemple par la mise en place des classes sportives et des classes culturelles afin de permettre à ce que l'élève puisse exprimer ses talents, parce qu'il y a aussi certaines pratiques qui aujourd'hui, qui existaient il y a 30 ans, qui n'existent plus. À l'époque, on parlait par exemple des ONSU, où on voyait les élèves exprimer leurs talents sportifs, mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. À l'époque aussi, on voyait nos jeunes, notamment ceux qui brillaient dans le monde culturel, dans la musique, dans les arts plastiques, ainsi de suite. C'était depuis les écoles qu'on enseignait cela. Et donc, je pense que ça sera aussi important que l'on puisse recréer ce cadre-là en mettant en place un mécanisme, notamment, puisque nous avons 5 jours ouvrables dans la semaine, voir comment on peut occuper ces jeunes-là à pouvoir trouver un autre chemin que celui du banditisme. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes en direct ce mardi 5 octobre 2021, donc au lendemain de la rentrée des classes qui s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national hier lundi 4 octobre. Sur ce plateau, Monsieur Trésor Paboumbaki, président du mouvement citoyen pour le changement, qui attend au téléphone vos questions aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Nous traitons donc du système éducatif congolais. Pourquoi l'école a perdu ses lettres de noblesse? Pourquoi aujourd'hui le niveau scolaire des jeunes et des moins jeunes, on va dire depuis l'école primaire jusqu'au lycée, on va même dire jusqu'à l'université? Pourquoi le niveau scolaire du Congolais a-t-il baissé? Pourquoi le Congolais n'a-t-il plus de valeur du point de vue, on va dire du point de vue scolaire, quand il sort du pays, quand il va à l'étranger, il est recalé, il est repoussé, on le renvoie à des classes inférieures pour pouvoir le remettre à niveau. Pourquoi cela est-il possible aujourd'hui alors que les plus grandes élites d'Afrique ont étudié au Congo? Je pense que ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Le Congo était donc aujourd'hui l'épicentre, était à cette époque l'épicentre du savoir, mais aujourd'hui,
le système éducatif congolais n'est resté que l'ombre de lui-même. Trésor Paboumbaki attend vos questions aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Alors, monsieur Trésor Paboumbaki, 45% du personnel enseignant dans les écoles publiques sont des vacataires. Et vous avez bien fait de pointer la précarité. En cette année 2021 et même l'année précédente, nous avons assisté à énormément de grèves. Énormément de grèves que les élèves n'en peuvent plus, que les élèves n'ont quasiment pas fréquenté. Je pense qu'on va prendre un téléspectateur au bout du fil et j'espère qu'on ne perdra pas le fil d'idée par rapport. Le téléspectateur s'en est allé, je pense, il va revenir tout à l'heure. Continuez à appeler, appelez-nous, posez vos questions directement à monsieur Trésor Paboumbaki, il vous répondra. Il y a un message, monsieur le journaliste, je souhaiterais avoir le contact de monsieur Trésor Paboumbaki. C'est moi qui venais d'appeler, mais attention, posez d'abord votre question et nous verrons dans quelle mesure vous mettre en contact avec monsieur Trésor Paboumbaki. Il est important pour lui que les questions lui soient adressées directement ici pour pouvoir avoir sa vision, pour pouvoir savoir quelles sont les approches de solutions qu'il pourra mettre en place aujourd'hui pour le bonheur de tous les citoyens congolais. Alors, monsieur Trésor Paboumbaki, la précarité, les vacataires, ils sont nombreux ces vacataires, mais qui ne cessent de gréver parce que on ne leur paye pas ce qui leur est dû. Est-ce que là, ça ne met pas à mal aussi ce système éducatif qui est déjà en soins intensifs? Oui, ça met très à mal, mais lorsque vous citez 45% 45% du corps enseignant est constitué des vacataires, des appelés volontaires et autres. Oui, c'est vrai, mais par contre, ça c'est sur la base des réalités d'aujourd'hui. Mais par contre, si on devrait se projeter sur la qualité de l'école que nous voulons, afin de pouvoir faire émerger des jeunes de talent, des jeunes compétents, eh bien, il faut revoir ce chiffre véritablement avec les besoins réels du terrain par rapport au nombre d'élèves que nous avons en les divisant, comme je l'ai dit tantôt, suivant les standards de l'UNESCO, qui est notamment de 25 élèves par salle de classe. Mais parce qu'aujourd'hui, on voit, surtout dans les écoles publiques, parfois une salle de classe où vous avez 100 et quelques élèves. Donc ça, un enseignant ne peut rien faire pour garantir ce qu'on appelle le suivi des différents élèves. Mais aussi, la situation précaire de ceux qui constituent ce qu'on appelle le socle de notre système éducatif, qui est bien évidemment les appelés volontaires, les vacataires et tout ce que dont vous savez. Non, il faut être sérieux. Lorsque vous voulez ce qu'on appelle avoir des populations ou bien des citoyens de qualité, tels que aiment le souligner les hommes politiques, qui s'amusent souvent à dire l'indice du développement humain. Or, si aujourd'hui notre indice du développement humain est très bas, c'est par rapport à la qualité de la formation que nous donnons. Mais si déjà la personne qui est censée pouvoir délivrer cette formation à nos enfants vit dans une situation précaire parce qu'il doit réfléchir à comment boucler, donc joindre les deux bouts de fin de mois, eh bien, il doit aussi être là à réfléchir sur oui ou non, est-ce qu'il doit aller dispenser son cours dans une école publique, là où on n'arrive pas à le payer, ou bien se tourner vers les TD qu'il doit faire pour avoir ici et là, eh bien, nous devons déjà nous-mêmes se poser la question, est-ce que nous avons ce qu'on appelle derrière notre tête l'objectif de pouvoir réussir? Donc, pour réussir, il faut, comme je l'ai dit, définir le statut de l'enseignant. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui comptabilisées comme étant appelés volontaires, prestataires, tout ce que vous voulez, vacataires, puisqu'ils sont nombreux, chacun d'eux a son statut bien défini, voilà. Eh bien, il faudrait qu'on envoie dans quelle mesure nous devons les embaucher. Ce qui est bizarre et dont il faut pointer du doigt, c'est que chaque fois qu'il y a un quota de recrutement dans ces différents ministères, nous voyons des chefs, donc notamment des cadres de ce ministère, parfois privilégier les embauches de leurs frères, de leurs cousins, de leurs nièces, des membres, bref, de leur entourage. Au détriment des ayants droit. Au détriment des ayants droit. Et c'est ce qui fait, tantôt, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons des gens qui sont recrutés comme étant des enseignants, mais par manque de capacité pédagogique et même de connaissances, ils n'arrivent pas à délivrer des formations. Et donc, aujourd'hui, ils trouvent notamment les différents services administratifs de
de nos écoles. Et donc ça, c'est un point important. Nous devons garantir ce qu'on appelle le recrutement. Surtout, je dis bien surtout, pour ceux dont on appelle les finalistes, parce qu'ils ont suivi tout le cursus nécessaire jusqu'à finir leur formation des formateurs au niveau de Marion Gouabi. Et donc ces gens-là doivent être immédiatement reversés dans ce qu'on appelle la fonction publique afin de pouvoir garantir ce qu'on appelle une stabilité déjà pour ces enseignants-là, mais aussi garantir une formation de qualité pour nos enfants. Les embauchés, suivant ce qu'on appelle les indices des fonctionnaires, eh bien, nous pouvons commencer, tel que définit la loi, au plus bas niveau et crescendo, augmenter leur échelon, augmenter leur capacité. Et là, nous jouerons bien évidemment les piliers. Là, il y a encore un problème très sérieux dont on a évoqué courant le mois de septembre, c'est que par le biais de notre décentralisation que vise normalement le pouvoir central, c'est de pouvoir redonner la gestion des écoles par les mairies. Or, aujourd'hui, si déjà le pouvoir central n'arrive pas à gérer, même à payer ce qu'on appelle les appelés volontaires, les vacataires et tout ce que vous voulez, eh bien, ce ne sont pas des mairies qui ont aujourd'hui des arriérés de salaire de leurs propres agents et donc nous allons donner ce qu'on appelle cette gestion et qui va aujourd'hui nous garantir une bonne gestion de nos écoles. Je pense que sur ce sujet, il faudrait qu'il y ait une période transitoire, que l'État puisse aider les pouvoirs, notamment des mairies, des pouvoirs municipaux, afin de pouvoir garantir ce qu'on appelle cette transition en les aidant, soit par transfert de compétences, mais aussi par aide financière, afin de pouvoir permettre à ce qu'il n'y ait pas assez de grogne, que chaque municipalité, selon ses besoins, puisse éventuellement embaucher, mais vraiment embaucher ceux dont nous avons besoin et non embaucher les cousins, les membres de la sphère familiale afin de pouvoir truffer à nouveau nos écoles. Donc il faudrait que l'État soit très regardant afin de pouvoir mener à bien ce dossier. Est-ce que aujourd'hui la corruption ne serait pas aussi l'un des fléaux qui tire vers le bas notre système éducatif? Oui, la corruption, c'est le point même qui bloque tout le fonctionnement de notre État. Non simplement il le bloque, mais il le tire éventuellement vers le bas. Parce que le niveau de corruption que nous avons atteint, jusqu'à par exemple dans les achats de notes, jusqu'à par exemple dans le mécanisme de recrutement d'un certain les notes sexuellement transmissibles. Voilà, donc ça ce sont des points que nous devons pointer du doigt, mais aussi trouver dans quelle mesure les pouvoirs publics doivent être à mesure de taper. Il y a un projet qui était passé, si je ne me trompe pas, il y a 4 ans, c'était septembre-octobre 2017, où on parlait de la mise en place des comités de gestion qui doivent normalement être composés des parents d'élèves et bien évidemment de l'administration de la dite école qui sera patronnée bien évidemment par les pouvoirs municipaux. Or aujourd'hui, il faudrait que le pouvoir central qui avait eu à prendre cette loi, je me rappelle à l'époque c'était l'actuel Premier ministre qui était ministre de l'enseignement à l'époque, donc monsieur Colini Anatole Makosso, qui parlait de la de la nécessité de mettre en place les comités de gestion. C'est une bonne chose, mais il faudrait qu'on puisse définir ce qu'on appelle les écoles pilotes, afin qu'on voie éventuellement l'efficacité de ce modèle de gestion, parce que c'est un modèle de gestion qui sera peut-être innovant pour nous ici au Congo, mais bien que pratiqué par exemple en France ou dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, il faudrait que la gestion même des écoles puisse revenir autant dans les mains des mairies, donc des pouvoirs municipaux, autant également aux mains des parents d'élèves. Et donc là, nous serons nous-mêmes à mesure de pouvoir suivre l'évolution, même en termes de contenu de formation que nous allons délivrer à nos enfants, mais aussi de la qualité des enseignants qui doivent délivrer ces formations. Donc, sur cette base-là, il faudra que le pouvoir public puisse clarifier ce mode de gestion, parce que ça n'a jamais été mis en place, bien qu'on a beaucoup parlé de ça en 2017, mais nous n'avons pas défini ce qu'on appelle des écoles prioritaires où nous devions tester ce modèle afin de pouvoir garantir aujourd'hui, c'est vrai, l'État va pouvoir délaisser ces secteurs-là, mais quelle est la garantie que nous, population, nous devions avoir pour dire aujourd'hui
l'école sera bien gérée et va jouer pleinement son rôle, celui de former nos enfants. Un téléspectateur vient de nous faire part de son avis par rapport au thème d'aujourd'hui, au téléphone par SMS. Bonsoir à vous, monsieur Trésor Paboumbaki. Imaginons qu'un jour qu'il y ait une grève ou encore l'abandon de nos vacataires. Que deviendra notre système éducatif et nos élèves? C'est vrai que c'est un problème très criard et à chaque rentrée des classes, on observe souvent à certaines factions qui appellent ici et là à la grève, mais nous ne devons pas, en tant que citoyens très sérieux, pouvoir souhaiter cela. Mais par contre, il faudrait que cela soit présent dans nos têtes afin que cela nous serve de sorte de réflexion. Qu'aujourd'hui nous dormons ou bien que nous nous asseyons sur ce qu'on appelle une mine qui du jour au lendemain peut s'exploser. Mais par contre, nous devons travailler année après année à pouvoir réduire la dépendance que nous avons vis-à-vis des vacataires, vis-à-vis des prestataires, vis-à-vis des appelés volontaires, afin de tous les enrôler, mais véritablement ceux qui méritent, parce que on ne va pas enrôler tout le monde parce que ils constituent ce qu'on appelle un palier qui aide l'État, mais il faudrait aussi, en les enrôlant, que l'on puisse garantir la qualité afin que la formation qui sera délivrée le lendemain soit également une formation de qualité. Donc, ça doit être un pilier de réflexion où chaque année, après avoir défini ce qu'on appelle nos priorités, nous devons voir et si cela se fait, ça sera une bonne chose que le pouvoir public puisse définir le calendrier des embauches. Parce que si je dois m'appuyer sur le PND, entendant par là le plan national de développement 2018-2022, où on expliquait très clairement en se basant sur les stratégies sectorielles de l'éducation de 2015-2025, où on disait que pratiquement plus de 22 000 enseignants aujourd'hui qui composent notre corps enseignant sont des appelés volontaires, mais par rapport aux besoins, puisque chaque année les besoins augmentent, vous voyez qu'aujourd'hui je peux même aller jusqu'à dire que nous avons en termes de besoins aujourd'hui par rapport à notre système éducatif caduc pratiquement besoin de 30 000 enseignants supplémentaires. Donc il faudrait que l'État, notamment le pouvoir public, puisse nous décliner ce qu'on appelle son plan, pouvoir pallier à ce problème, parce que chaque année, si nous ne faisons rien, si nous ne recrutons pas, nous aurons toujours des problèmes dans ce secteur. Est-ce que les pouvoirs publics, on va dire le gouvernement, depuis, on va dire déjà 3 décennies, n'a pas sous-estimé les enjeux relatifs à la réforme du système éducatif congolais? Bon, je ne dirais pas que le pouvoir a sous-estimé, bien que le pouvoir ne s'y est pas véritablement attardé, parce que ça aussi il faut le reconnaître, sinon autrement on devait voir les résultats. Voilà. Mais par contre, nous avons constaté depuis un certain nombre de temps que les résultats sont les mêmes, mais chaque année nous observons dans nos quartiers, nos voisins, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs décrochent. Je pense que cette question est peut-être mal gérée au niveau des pouvoirs publics. Parce que lorsque j'analyse le budget qui est alloué à l'enseignement, notamment aux 3 ministères, comparé au budget de certains pays, toujours dans le secteur de l'éducation, nous pensons que la chose qui pose problème dans ce secteur, au-delà de tous les mots que nous avons eu à peine depuis le début, c'est aussi un problème d'optimisation de notre budget. Parce que lorsque vous analysez par exemple le budget rectificatif de 2021, dans la rubrique investissement, courant année 2021, vous avez 0 francs. Notamment dans le ministère de l'enseignement et de l'alphabétisation. Donc ça c'est un point bloquant. Un pays comme le Congo qui a besoin de se doter des infrastructures, notamment de base dans le secteur de l'éducation, doit chaque année normalement libeller ce qu'on appelle des rubriques d'investissement afin de garantir, soit par le biais de la création des nouveaux centres éducatifs, mais aussi dans la formation
que l'État doit délivrer sur ce qu'on appelle les enseignants. Donc, il est nécessaire que l'on puisse optimiser la gestion de notre budget sur l'enseignement. Monsieur Trésor Pabombaki, vous n'êtes pas le seul à être un adepte du changement, parce qu'aujourd'hui, les téléspectateurs ont décidé de plus taper sur leur clavier que de pouvoir parler au combiné. On a un autre message. Bonjour Monsieur Milano Royal, ma question à l'endroit de Monsieur Trésor Pabombaki est la suivante. Qu'en est-il des professeurs qui ne finissent pas les programmes et demandent aux élèves de leur suivre dans leur centre d'encadrement? Ce sont des pratiques qu'il faut décrier, mais quelquefois aussi par rapport à un certain nombre de réalités, nous devons le comprendre. Et c'est pour ça qu'à un moment de notre entretien, j'ai parlé du rythme scolaire, parce que tant qu'on ne va pas définir ce qu'on appelle notre rythme scolaire, je me rappelle à l'époque, je pense que c'est toujours dans nos programmes, c'est qu'à chaque mois correspond à un canevas de cours qu'on doit délivrer à tel ou tel niveau. Et si cela n'est pas délivré, eh bien, la classe ou bien l'école prend ce qu'on appelle un coup par rapport au retard vis-à-vis des autres écoles. Et ça, c'est un problème qu'aujourd'hui, les inspecteurs, normalement, devaient s'y atteler pour voir la cohérence entre l'étoffe des programmes préalablement établis et par rapport à la manière que les enseignants le diffusent, bien le dispensent dans leur classe, afin de pouvoir jauger si aujourd'hui notre rythme scolaire cadre. Mais vraisemblablement, lorsqu'on voit, parce que surtout pour les élèves qui préparent leurs examens, eh bien, on voit très souvent qu'à 2 semaines, à 1 semaine de l'examen, certaines écoles n'ont pas encore terminé totalement le programme. Voilà. Et parfois, il reste 2-3 mois de programme qui n'a pas été même abordé. Donc ça, ce sont des vraies questions qu'il faille que l'État puisse véritablement s'asseoir pour redéfinir et le contenu des programmes, mais aussi le rythme scolaire, afin de garantir qu'au bout de l'année scolaire, donc à la veille de l'examen ou des examens d'État, que nos étudiants puissent véritablement avoir, non pas simplement terminer leur programme, mais aussi quelque temps de pouvoir faire des révisions telles que ça se faisait à l'époque. Alors, je pense qu'il nous reste un peu plus de 5 minutes. Nous allons peut-être recevoir un appel, mais en attendant, touchons aujourd'hui l'actualité. Nous sommes, vous n'êtes pas sans savoir que le monde entier est dominé par donc la crise sanitaire due au coronavirus Covid-19. Et en cette rentrée scolaire, il a été constaté que les mesures barrières, notamment le lavage des mains et tout le dispositif qui a été mis en place, n'a pas été respecté dans la quasi-totalité des écoles publiques. Est-ce que le corona est en train de petit à petit rebrousser chemin, ou alors ces mesures semblent vraisemblablement ne pas être respectées de façon volontaire? Oui, de façon volontaire, il faut dire que très clairement que la maladie est là. Donc, nous sommes toujours en cours de la crise de la pandémie de la Covid-19. Mais par contre, ce sont notamment les Congolais eux-mêmes, par le biais de l'administration, qui ne s'attardent plus à pouvoir mettre en place les dispositifs nécessaires pour permettre à ce que nos élèves et même le corps enseignant puissent respecter les mesures barrières. Parce que lorsque vous soulignez le manque, par exemple, des gels ou bien des seaux d'eau, comme ça s'est observé l'année passée par exemple dans des centres éducatifs, et bien ça fait partie du ressort de l'administration. Donc il faudrait que l'administration puisse prendre ce qu'on appelle ses responsabilités afin de garantir le respect, pas simplement la mise en place, mais aussi le respect des gestes barrières au sein de leur structure scolaire. Mais vous avez aussi souligné un point très important, puisqu'on l'a vu notamment l'année dernière, où il y avait un dysfonctionnement entre l'école générale et l'école technique. Par rapport à la fréquence de cours. Voilà, par rapport à la fréquence de cours. Parce que suivant la base des mesures, enfin le respect des mesures barrières, on a observé que dans les écoles publiques, donc générales, que la fréquentation était 3 jours. 3 jours de cours par semaine. Voilà, 3 jours de cours par semaine et 3 jours de cours dites, par exemple, suivis par soit vidéoconférence par le biais de la télé à domicile. Voilà. Mais par contre, dans le qui secteur... était diffusé sur la chaîne nationale. Voilà, qui était diffusé et aussi sur d'autres plateformes en ligne. La chaîne nationale et aussi sur leur propre chaîne en ligne. Mais
Par contre, dans l'école technique, eh bien, on a observé que du lundi à vendredi, voire samedi, les élèves avaient cours tous les jours. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle comment ça s'appelle ça, une immunité au sein des écoles techniques qui pousse éventuellement nos autorités à dire que dans les écoles techniques, les enfants doivent fréquenter du lundi à samedi, mais par contre, dans les écoles générales, qui sont aujourd'hui des foyers, permettez-moi le mot, de la Covid, les élèves doivent fréquenter que 3 jours sur 6 par exemple. Donc ça, ce sont des questions très clairement où l'État est censé... Mais qu'est-ce qui justifie cette incohérence, Monsieur Trésor Pabumbaki? Je pense que cette incohérence est justifiée. L'autorité ne réfléchissent pas dans l'ensemble. Je peux... Autant nous avons salué en son temps l'initiative de la mise en place de l'école à domicile, mais autant cette initiative devait être suivie par tous les autres ministères de l'enseignement dans notre pays. C'est d'ailleurs l'une des prouesses de l'ancien ministre de l'enseignement, actuel Premier ministre aujourd'hui. Bon, on peut le lui concéder, mais par contre, on aurait aimé que d'autres ministères puissent, notamment le ministère de l'enseignement technique, vu la faible capacité des écoles que nous avions, notamment techniques, et aussi des élèves, puisque si je m'appuie sur des chiffres au Congo, à peine 12% de nos élèves sont constitués véritablement du secteur technique. Et donc, sur cette base-là, je pense que ce ministère devrait aussi emboîter le pas afin de pouvoir respecter les mesures barrières, mais aussi, sans oublier, le ministère de l'enseignement supérieur, notamment les universités, parce que dans notre pays, nous n'avons pratiquement pas d'université. Donc, ça devait aussi être une bonne initiative de leur apporter l'école à domicile afin de pouvoir désengorger les amphis. Une dernière question dans ce énième numéro de Ça fait débat. Ensuite, nous donnerons donc la parole à Monsieur Trésor Pabumbaki pour pouvoir conclure. Alors, Monsieur Trésor Pabumbaki, toutes les incohérences que l'on observe autour donc de cette pandémie dans notre pays, notamment en lien avec l'éducation, ne contribuent, est-ce que toutes ces incohérences ne contribuent-elles pas à accentuer, on va dire, le scepticisme des citoyens vis-à-vis de cette maladie? Bon, c'est vrai, l'incohérence des différentes mesures prises par les autorités, bien qu'il faut saluer en partie la gestion de cette pandémie, puisque nous n'observons pas assez de flambée de contamination dans notre pays, mais toujours est-il, nous devrions respecter les mesures barrières. Je pense que sur cette question, les populations ont montré de beaucoup de doigté, de beaucoup de respect, parce qu'il n'y a qu'à voir la circulation du virus, qui n'est pas comme cela s'observe dans d'autres cieux, mais par contre, ces incohérences visent à pouvoir déstabiliser la structure de notre société, tant du côté social et du côté économique, qui sont généralement des secteurs qui aujourd'hui permettent les Congolais de vivre le jour en jour. Mais lorsque on vient à travers des mesures, excusez-moi, ou bien prêtez-moi le mot, hasardeuses, eh bien, cela fait qu'il y ait ce qu'on appelle de l'embrouille au sein de notre population, parce que lorsque vous allez dans certains quartiers, que ce soit à Pointe-Noire comme à Brazzaville, il y a certaines populations qui respectent véritablement les mesures barrières, et ça il faut le saluer, mais par contre d'autres ne trouvent pas la nécessité de pouvoir les respecter, et je pense que cela montre de l'incohérence des mesures prises par le pouvoir public, et qu'il faille que ce pouvoir puisse se ressaisir afin de pouvoir clarifier ces différentes propositions et bien évidemment nous apporter la pédagogie nécessaire afin de pouvoir aider les populations à comprendre les mesures, mais aussi leur pertinence sur la vie économique et sociale de notre pays. Vous avez la parole et vous la gardez. Quel est votre mot de fin par rapport à ce sujet qui vous tenait à cœur, justement? Oui, justement, le mot de fin, c'est qu'aujourd'hui, l'État va retrouver ce qu'on appelle ses lettres de noblesse en redevenant un espace où l'autorité de l'État doit véritablement primer afin de pouvoir garantir la discipline de nos enfants qui, demain, ce qu'on appelle la fierté de notre pays, après avoir reçu une formation de qualité, pour pouvoir faire amorcer le Congo
dans ce qu'on appelle une démarche de développement, mais véritablement durable. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voici donc à la fin de cette émission. Ça fait débat, l'émission interactive qui vous donne la pour un trésor. Les populations en peur. Je leur remercie du fond du cœur. C'est toujours un plaisir de pouvoir servir notre nation via les ondes de la télévision, les ondes de TPT+. Merci aussi à monsieur Alain Serge Ngolo qui m'a aidé à toucher, à pouvoir faire ces interviews ce matin. Merci en tout cas à lui. Merci à toute l'équipe technique de TPT+. Merci à monsieur Chief Chivungu, directeur des informations de TPT+, qui ne cesse donc de nous apporter ses conseils pour la bonne marche de cette émission. Merci aussi à vous, monsieur Trésor Pabumbaki, qui n'hésitez jamais à venir sur ce plateau. D'ailleurs, ce thème vous tenait à cœur parce que l'éducation, c'est un sujet que vous portez. C'est le pilier de notre pays. En tout cas, on se voit jeudi pour la poursuite. Pour la poursuite donc du thème que nous avons abordé jeudi passé. Il s'agit donc de la difficulté de la carte d'identité de notre pays. Le débat sera ouvert. Appelez autant que vous voulez. Faites part de votre opinion, de vos points de vue et nous disons ciao et à jeudi prochain. N'oubliez pas le rendez-vous de mardi avec monsieur Trésor Pabumbaki pour un autre mardi avec Trésor Pabumbaki et jeudi pour la problématique